Bonjour, allez, ça y est, première sortie de 2024, on la doit à OM System avec l'OM1 Mark II. Alors, regardons un peu de plus près ce qu'amène ce boîtier. Du coup, comme c'est un Mark II, évidemment, il y avait un Mark I, et le Mark I, c'était les débuts d'OM System, hein, du coup, le repreneur d'Olympus, il y a donc 2 ans hein, à peu près. Et bon, c'est sûr que la fin d'un constructeur comme Olympus, ça faisait un peu mal, hein, je pense à beaucoup, enfin, moi le premier, j'allais dire. Et bon, c'est mieux qu'il y ait un repreneur finalement que plutôt que tout s'arrête, hein, c'est sûr. Mais bon, on se doutait bien qu'avec un repreneur, ça allait quand même ralentir la cadence, hein. Et ça n'a pas loupé. Et donc, bon, le Mark I, on va dire, a été développé certainement à 99% par Olympus, hein. Notamment le capteur empilé, hein, qui était une vraie nouveauté. Voilà, et donc du coup, ici, on s'attendait avec le Mark II à ce qu'il y ait des évolutions quand même intéressantes, hein, relativement majeures, on va dire. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Eh bien, on va voir ça. Alors, là où il y avait besoin peut-être un peu d'amélioration hein, sur le Mark I, c'était l'autofocus, même si le Mark I, il amenait quand même des nouveautés en autofocus, notamment chez Olympus, je veux dire, hein, parce que chez Olympus, c'était pas quand même extra hein, au niveau de l'autofocus avant lui. Alors par exemple, bon, le tracking était vraiment plus que moyen, hein, on va dire. Et puis il n'y avait pas vraiment des détections très évoluées. Et donc l'OM1 d'OM System, le Mark I, donc quand il est arrivé, il y a 2 ans, il a quand même un peu corrigé le tir dans le sens où il a mis toutes les détections en gros qu'il fallait. Voilà. Et surtout, on s'est aperçu que les détections fonctionnaient pas mal, et en tout cas mieux que le tracking proprement dit, justement. Donc ça faisait progresser un petit peu cet appareil pour la photo d'action, forcément. Mais tout n'était pas parfait, loin s'en faut, hein. Il suffit de revoir des tests de cet OM1 il y a 2 ans pour voir que l'autofocus en suivi, même avec les détections, il fallait vraiment que tout aille bien, tout soit réuni pour que ça marche, parce que sinon il décrochait quand même très vite. Alors, moi j'ai regardé un peu différents tests, hein, on va dire de la nouvelle version, donc du Mark II évidemment. Et notamment le test de Damien Bernal, hein, qui teste toujours, on va dire, de manière assez synthétique, mais vraiment, c'est toujours très bien ciblé hein, au niveau de ses tests. Il ne s'étend pas en longueur, mais l'essentiel y est. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Mais on voit que l'autofocus en suivi, bon, il est meilleur, c'est sûr, que son prédécesseur. Alors on le voit notamment sur une séquence d'abord où Damien Bernal se filme, on va dire, et puis on voit vraiment le carré autour de la tête. Alors il bouge évidemment, il tourne, il met ses lunettes de soleil, il les enlève, etc. Hein, le truc classique. Et on voit que carré autour de la tête reste bien, et il met le comparatif avec l'ancienne version, et on voit la différence, elle est clairement énorme, quoi. Là maintenant, il n'y a pas grand-chose qui le perturbe sur un suivi comme ça d'une personne. Alors attention, hein, d'une personne qui marche, on va dire. Voilà. Alors ce qui est par contre étrange, c'est que, je ne sais pas si vous allez voir la séquence ou si vous connaissez le fonctionnement des boîtiers Olympus, mais quand il ne détecte pas l'œil, qui détecte que le visage, en fait, il met donc un carré autour du visage, hein, comme tous les boîtiers. Hein. Moi, tous mes boîtiers que j'ai pu avoir, dont celui que j'ai en ce moment, le R6 II, là, qui me filme, ils font tous la même chose. Quand ils n'arrivent pas à détecter l'œil, mais qu'ils arrivent à détecter le visage, ils mettent un carré autour du visage. Mais alors l'Olympus, il se sent obligé en plus, l'OM System, pardon, il se sent obligé en plus de mettre plein de petits carrés verts à l'intérieur, ce qui fait qu'on ne voit plus du tout le visage. C'est
C'est étonnant. Bref, voilà. Après, je trouve quand même que dans cette séquence, on voit qu'il détecte à peu près jamais l'œil, à moins d'être vraiment très près du boîtier. Donc là, par contre, on sent hein, que ça, oui, ok, ça a été bien amélioré par rapport à la première version, mais on n'est pas encore tout à fait quand même, malgré tout, au niveau de la concurrence, notamment de Sony, de Canon, et je mettrais Fuji aussi dedans. Hein. Quoi qu'on en dise, les derniers boîtiers Fuji, ils sont meilleurs que ça sur les détections et sur le suivi. Ensuite, en photo, là plus spécifiquement des animaux, il faut le mentionner parce que là pour le coup c'est très différent. Donc un animal tout seul dans un environnement, on va dire, où il se détache complètement évidemment du fond et du premier plan, bon ça va très bien. Et là aussi c'est en progrès par rapport à la première version sur le suivi, clairement. Hein. Là aussi, on le voit très bien avec les deux images côte à côte quand Damien Bernal les filme. En revanche, dès qu'il y a un premier plan, même pas chargé du tout, hein, du genre un ou deux brins d'herbe, et ou plusieurs animaux qui sont en plus pas et qui ont le malheur de ne pas être des chiens et des chats, puisque si ça se limite à ça, la détection des animaux sur ce boîtier. Bon, mais même, il passe d'un animal à l'autre sans aucune raison, alors que pourtant il a une fonction, hein, Damien le montre bien, une fonction de lock, quoi, qui permet normalement de verrouiller sur un sujet quand il l'a attrapé, et bien malgré ça, il saute sans arrêt d'un sujet à l'autre. Voilà, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y a aucune autre solution que de ne pas le laisser faire sur la plage entière, hein, de prendre un collimateur simple et d'aller le mettre sur l'animal en question en souhaitant que la détection se fasse aussi pour pouvoir le traquer ensuite sur l'ensemble du cadre. Mais bon, là aussi on sent, hein, c'est pas quand même au niveau vraiment de la concurrence actuelle, en tout cas, pas tout à fait quoi. Et puis l'autre problème, c'est vraiment, alors ça c'est fou, hein, je ne pensais pas que c'était à ce point, comme il se fait perturber l'autofocus, même quand il est en détection, par une feuille, par une brindille, par une petite branche qu'on voit même pas trop normalement, quoi. Et ben il fait le focus dessus alors qu'il était sur l'animal. Il n'y a rien à faire, mais en détection des animaux. Hein. Loqué sur l'animal, il n'y a rien à faire, il vient prendre le brin d'herbe du premier plan. Allez voir cette vidéo de Damien Bernal si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà. Donc le bilan autofocus, parce que c'est là qu'on attendait les progrès. On va dire il est là, mais c'est un tout petit peu mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que, on va dire sur ce qui est vraiment important, au moins être capable de suivre une personne qui marche et de manière un peu même désordonnée ou autre sans lâcher, là ça va alors que ça n'allait pas avant. Donc quelque part, bon, au moins ça c'est bon, donc ça va. Par contre, il ne faut pas visiblement quand même lui en demander trop non plus. Hein, c'est pas un Canon. Hein. Voilà, ou voir un Sony, voilà, et voir un Fuji actuel. Je sais que certains vont bondir en entendant ça, mais donc comme je suis possesseur d'un X1620 et que j'ai été possesseur d'un XH2S, ben je peux en parler. Et donc, même si je n'ai pas eu ce OM System en main, je vois ce qu'il donne sur les vidéos hein, qui passent sur YouTube et notamment celle de Damien Bernal, enfin ceux qui arrivent à filmer, hein, évidemment, l'écran, enfin filmer, ils ont des atomos hein, pour retranscrire ce que voit l'écran vraiment, avec les collimateurs autofocus, comment réagit l'autofocus. Je peux le dire très clairement, dans la plupart de ces situations qui posent problème à ce boîtier, voilà, même un XS20 réagit mieux que ça, hein, sans aucun problème, et il détecte aussi beaucoup mieux les sujets. Donc voilà, c'est dit. Ensuite, pour le reste de la photo, alors pour le reste de la photo, on n'a pas vraiment d'avancée parce que le capteur n'évolue pas. Alors il faut rappeler quand même que OM System, hein, puisque c'est sous la bannière OM System que c'est arrivé,
a sorti le premier capteur empilé qui soit autre chose que du plein format. Il a été suivi peu de temps après par Fuji, justement avec le XH2S, mais en attendant, c'était les premiers, on leur doit ça, hein, parce que les appareils plein format qui ont un capteur empilé, le moins cher de tous, c'est le Nikon Z8, c'est quand même 4500 €. Hein. Voilà, ça n'a un peu rien à voir, quoi. Alors évidemment, il faut se contenter de 20 mégapixels. Bon, il faut rappeler quand même qu'on est en micro 4 tiers, donc on ne va pas aller chercher beaucoup plus en résolution, hein, c'est logique. N'empêche que, on va en parler un peu après dans la vidéo, hein, son concurrent en frontal, qui est le Panasonic G9 II, il a quand même 25 mégapixels. Bon, mais il n'a pas de capteur empilé. Donc il a le capteur empilé avec les avantages du capteur empilé. Attention quand même, c'est le capteur empilé qui a la vitesse de lecture la plus faible du marché des capteurs empilés. Donc ça le met forcément pas non plus super mieux que par exemple le Canon R6 II qui me filme là, qui lui pour le coup c'est l'inverse, il a la vitesse de lecture la plus rapide des capteurs non empilés. Donc, vous voyez, les deux finalement sont pas très loin en réalité, hein, avec ce que ça implique en termes de rolling shutter notamment, de banding, et ça permet aussi des rafales très rapides. Hein. Alors sur cet OM système, on n'a pas de progression, c'est énorme, hein, attention, hein, 50 photos par seconde. Par contre, il y a une amélioration très nette du buffer, hein, puisque je crois qu'ils ont doublé le buffer. C'est-à-dire que c'est un peu comme justement le G9 II, on peut prendre, je crois, 200 RAW en rafale, il me semble, à 50 images secondes. Donc ça, c'est vraiment excellent, hein, bien sûr. Il n'y a que le micro 4 tiers pour le coup là qui peut faire ça. Alors du coup, voilà, c'est très bien pour peu que l'autofocus, hein, voilà, on vient d'en parler avant, soit capable quand même de suivre et de ne pas faire un taux de déchet monumental à 50 images par seconde. Ça, c'est autre chose, on va dire. Hein. Mais voilà, en tout cas, il a accès à cette rafale-là. Et puis, ils lui ont mis surtout des rafales intermédiaires que n'avait pas l'ancien. Donc ça, c'est bien aussi parce que c'est pas tout le temps, même quand on veut faire une rafale, qu'on a besoin de 50 images par seconde. Donc voilà pour ça. Ensuite, le boîtier de manière générale, alors bon, c'est un bon boîtier, hein, ça c'est sûr. Alors c'est le seul boîtier du marché qui a une certification à l'étanchéité, hein, à l'eau et aux poussières, la IP53. Et voilà, alors ça ne veut pas dire que d'autres ne sont pas bien étanches. Je ne sais pas si vous prenez un Canon R3 par exemple, à mon avis, il est autant étanche que cet OM système. C'est juste que je pense que les autres constructeurs ne veulent pas se mouiller à avoir une norme comme ça, indépendante d'étanchéité, parce que c'est un choix qui les engage vis-à-vis du consommateur en cas de problème. Voilà. Donc en tout cas, voilà, Olympus et OM System maintenant, ils ont le mérite au moins de faire ça. Donc c'est un boîtier très solide, hein, bien sûr. Ensuite, au niveau personnalisation globale, ça va, enfin c'est bien, il y a beaucoup de boutons, hein, c'est un boîtier où on sent qu'on peut le personnaliser au niveau des boutons des molettes. En tout cas, c'est sûr. En revanche, au niveau des menus, eh ben, ils partagent avec Fuji un petit peu, entre guillemets, hein, le pire actuel de la production, c'est-à-dire des menus déjà pas super clairs et super bien rangés, une interface voilà, pas très agréable et surtout non tactile dès qu'on est dans la partie menu, quoi. Mais menu au sens large, hein, c'est-à-dire que même le menu d'accès rapide n'est pas tactile sur l'Olympus. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble hein, que c'est ça. Et là, je trouve que c'est plus problématique. Alors bien entendu, si vous ne faites que de la photo et que vous ne la faites qu'au viseur, ce problème est assez relatif. Hein. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo où il y a des gens qui me disent en gros que quand je loue le tactile du Canon R6 II, eux en gros ils s'en fichent parce qu'ils n'utilisent pas le tactile de toute façon ou ils ne l'utiliseraient pas de toute façon, donc pas de souci. Hein. C'est juste que si vous sortez de ce cadre entre guillemets strict, et que vous faites un peu plus de vidéos ou même des photos, des fois
un petit peu plus original où vous pouvez guère mettre l'œil au viseur, et ben vous êtes bien content d'avoir le tout tactile sans aucune limitation, hein. Donc voilà, ça c'est un peu l'écueil actuel de OM System qui partage en grande partie avec Fuji. Voilà. Ensuite, en photo, toujours, bien, ce boîtier, il apporte évidemment des choses que n'ont pas les autres du tout, on va dire. C'est par exemple les filtres ND intégrés. Alors, ce n'est pas des vrais filtres ND, évidemment, sans doute. C'est purement électronique, mais enfin, ça ne doit pas être si facile à faire puisque personne d'autre le fait. En revanche, ça ne marche que pour la photo. Et ça, c'est, je trouve, même si c'est bien que ça y soit, ça reste quand même une grosse limitation, hein, parce que alors, moi qui fais maintenant pas mal de vidéos, je m'aperçois que je me sers quand même beaucoup plus des filtres ND en vidéo qu'en photo. Et voilà, voilà. Bon, bah du coup, c'est pas grave, hein, faut mettre des filtres ND comme sur les autres. Et puis en photo, ça permet de faire ces fameuses photos de cascade ou de rivière en pose longue, hein, avec un flou sur l'eau qui coule, très esthétique. Maintenant, évidemment, si vous faites ce genre de photos toutes les semaines, ça se tient, hein, d'avoir ce boîtier. C'est le seul qui fait ça en interne, on va dire. Moi, si je fais ça une fois tous les 2 ans ou 3 ans, ce genre de photos, même si c'est des belles photos, je veux dire, je ne vais pas en faire une toutes les semaines, hein, voilà. Bah, j'y vais avec mes filtres ND, hein. Bon, ok, c'est un peu moins pratique, mais comme je les ai de toute façon pour la vidéo, mes filtres ND, bah voilà, hein, c'est pas trop un souci. Donc il a ça, c'est très bien, il a même rajouté un ND 128 dans cette version qui n'était pas dans l'ancienne. Il a rajouté aussi les filtres GND, c'est-à-dire les filtres ND à dégrader. Alors, bon, voilà, c'est bien, sans doute, je ne sais pas. Après, ça, par contre, autant l'avoir le ND à la base pour baisser la lumière, hein, qui rentre et pouvoir baisser le temps de pause notamment, c'est important. Il n'y a rien qui peut remplacer un filtre ND dans certaines conditions. Autant le fait de faire un dégradé après, quand même, hein, sur Photoshop ou autre, bon, c'est sûr que c'est plus contraignant. Enfin, ça demande du temps, mais ça se fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, il a alors des petites spécificités que moi je maîtrise pas super bien. Le Live Composite, notamment. Le Sky, je ne sais plus trop quoi, donc c'est sans doute très bien, hein, mais là aussi, c'est des utilisations quand même ciblées, on va dire. Le mode, alors là, il n'y a pas que lui qui l'a, le mode haute résolution, mais il partage ce mode avec la plupart des autres boîtiers qui ont ce mode, c'est-à-dire qui ne sert à rien, clairement, sauf si vous faites de la photo je ne sais pas, en studio, quoi, ou des trucs purement immobiles qu'il vous faut en très grosse résolution, quoi. Hein, donc c'est pas le truc qu'on fait tous les jours, je pense. Enfin, en tout cas avec ces boîtiers, il me semble. Mais bon, donc voilà, parce que sinon, si vous voulez faire un paysage, par exemple, vous avez intérêt à ce qu'il n'y ait pas un pet devant, hein, parce que le moindre mouvement de feuilles ou de branches, et la photo, elle est ruinée. Donc ouais, pour moi, c'est presque inutilisable. Alors, il partage ça, il n'y a pas de souci, avec tous les autres qui ont cette fonctionnalité, sauf son concurrent direct, le Panasonic G9, pas de chance, qui lui s'en sort bien sur justement les paysages, même avec un tout petit peu de mouvement, et peut même faire ce mode pleine résolution à main levée. Et oui, voilà donc pour ça. Ensuite, bon, je crois qu'en photo, on a fait le tour. Le viseur, depuis la version 1, ils ont fait l'effort, là, pour le coup, il faut le dire quand même, de mettre un viseur de haute qualité, enfin de haute résolution. Après, je ne sais pas la qualité quand on a l'œil dedans. En tout cas, 5,7 millions de points. Là, on ne peut pas trop vouloir plus, hein, ça sert carrément à rien, on va dire. Enfin, moi, il me semble, parce que honnêtement, je suis passé là récemment donc, du Fuji X-H2S qui avait un viseur de 5,7 millions de points au Canon R6 Mark II qui a un viseur de 3,6 millions de points. Je ne vois aucune différence au niveau résolution. Alors peut-être que mon âge fait que mes yeux font pas la différence. Mais bon, voilà.
Alors ensuite, en vidéo, le problème c'est qu'en vidéo, j'ai pas vu beaucoup de tests de ce boîtier parce que c'est bizarre, on a le sentiment qu'en micro 4 tiers, en fait, dès qu'on veut faire de la vidéo un peu sérieuse, forcément on va chez Panasonic, quoi. Et du coup, on voit pas trop de tests, je trouve, de vidéos avec ces Olympus OM System là. Et là, ça manque pas, on n'en voit pas énormément. Alors ça a l'air d'aller quand même. Rappelons qu'au niveau caractéristique, là, il est à la page, on va dire. On va voir encore une fois que par rapport à son concurrent direct, il lui manque 2-3 trucs. Sinon, par rapport au reste de la production, il est à peu près à la page. Donc 4K 60, hein, je ne crois pas qu'il y ait de crop, il me semble. 10 bits, bien sûr, du log, voilà, hein. Bon, tout ce qui est, j'allais dire, normal à l'heure actuelle, sur un boîtier, en tout cas à ce prix-là, parce qu'on va parler du prix après, en 2024. Et certainement une belle image, voilà. Et alors l'autofocus, c'est là que je ne sais pas trop, puisque je n'ai pas vu assez de tests, parce que c'est important, mine de rien, aujourd'hui, en 2024, l'autofocus en vidéo. Je sais que les puristes de la vidéo risquent pas d'être trop d'accord avec ce que je dis, mais moi j'ai découvert la vidéo relativement sur le tard, et j'apprécie grandement les services de l'autofocus et des détections diverses et variées en vidéo, même si ça ne fait pas tout et que ça m'arrive aussi en vidéo de revenir en mise au point manuelle parfois. Donc je ne sais pas exactement ce que donne ce boîtier en vidéo au niveau de l'autofocus. Voilà. Alors, pour finir, on va parler pour finir avec le boîtier, pardon. On va parler du placement de prix parce que c'est difficile quand même de passer ça sous silence. Alors, le prix en lui-même, là, comme ça, 2400 €, ça le met où dans le marché? Ça le met dans le cœur des ventes quoi, de boîtiers, hein. Voilà, c'est sûr. Que ce soit des pleins formats, que ce soit des APS-C assez haut de gamme, hein, parce qu'à plus de 2000 €, ce sont des APS-C haut de gamme, évidemment. Donc, ça le met quand même au milieu de sacrés concurrents, hein. Et c'est un peu ça, quand même, le gros problème. Parce qu'à 2400 €, si on raisonne en concurrence pure, on va dire, à peu près dans cette gamme de prix. Mais aujourd'hui, on a un Fuji X-H2S autour de 2500-2600 €. Hein, son prix de départ, il était plus élevé, mais maintenant, on le trouve à 2005-2006, le X-H2S, fréquemment, je veux dire, hein. Donc aller à 100-150 € de plus que ce OM System. Et là, je suis désolé de dire je ne vais pas dire qu'il le lamine sur tous les points, ça serait un peu exagéré, mais enfin, il ne va pas y avoir beaucoup de points où le OM System est meilleur, hein. Et là où il va être juste meilleur, c'est dans ses filtres ND intégrés, son live composite, voilà, ces petites spécificités, évidemment, qu'a pas le Fuji. Sinon, pour le reste, alors je peux dire pour l'avoir eu que l'autofocus, il me semble clair et net qu'il est bien meilleur que celui de cet OM System. Il fait 26 mégapixels au lieu de 20. Il a un capteur empilé qui est beaucoup plus rapide que celui du OM System. Au niveau boîtier, il est très bien construit aussi, hein. Je pense qu'il n'a pas non plus de problème d'étanchéité et tout, même si c'est pas un IP53. Voilà, il a un viseur exactement pareil, de 5,7 millions de points. En photo, toujours, il monte à 40 images par seconde, donc entre 40 et 50, on peut quand même dire que la différence n'est pas abyssale, il me semble, hein. Donc voilà, et puis au niveau, encore une fois, hein, de l'autofocus et notamment des détections, il est clairement meilleur que cet OM System. Donc déjà rien que ça, sur la partie photo. Et puis c'est un APS-C quand même, n'oublions pas quand même l'essentiel, hein, c'est-à-dire qu'en termes de flou d'arrière-plan ou de montée ISO, ça sera toujours un stop meilleur que le micro 4 tiers. Ensuite, en vidéo, c'est quand même pas la même chanson, quoi. En vidéo, déjà, il monte à la 4K 120, le X-H2S,
il a des codecs en veux-tu en voilà, et notamment du ProRes en interne, et oui, là, c'est quand même autre chose. Hein. Donc déjà, on pourrait dire, rien que cette concurrence-là, elle est quand même elle est dure pour le OM System dans cette tranche de prix, hein, franchement. Surtout que Fuji, depuis qu'ils sont ouverts à Sigma notamment, et un tout petit peu à Tamron, on a un parc optique qui, je veux dire, a rien à envier au parc micro 4 tiers, et notamment sur la compacité de certains objectifs. Prenons par exemple le Sigma 1850 f2.8, un équivalent en micro 4 tiers ne sera pas plus compact et plus léger. Hein. Donc il faut quand même voir que cette concurrence-là, elle est bien là hein, quand même pour ce boîtier. Et c'est un boîtier, enfin le XH2S qui maintenant, il a bientôt 2 ans. Quoi. Oui, il va avoir 2 ans, c'est ça. Hein. Et ouais, donc bon. Alors bon, le XH2S, c'est un autre système, c'est de la PSC, c'est une autre marque, je veux dire, ok. Le problème, c'est plutôt le Panasonic G9 II. Parce que le Panasonic G9 II, qui est sorti pour le coup il n'y a vraiment pas longtemps, si on fait la balance entre ce qu'il n'a pas par rapport à l'OM System et ce qu'il a en plus, je crains quand même que la balance soit plus favorable dans ce qu'il a en plus, on va le voir. Et quand on y ajoute qu'il coûte 500 € de moins, là, il faut être motivé pour acheter l'OM System, on va dire. Alors, le Panasonic G9 II, qu'est-ce qu'il a en moins ? Toujours les petites les live composites, les filtres ND intégrés pour la photo. Voilà. Sinon, pour le reste, cherchez pas. Le G9 II, il a que des trucs en plus. En gros, alors déjà, il a 25 mégapixels au lieu de 20. Donc, parfois, en recadrage, ça fait son petit effet quand même, mine de rien. Hein, 25 par rapport à 20 mégapixels, c'est quand même à peu près 20%. Hein, quand même. Oui, c'est 20% de plus. Quoi. Donc, en recadrage, c'est quand même parfois utile. Ensuite, alors, bon, certes, son capteur n'est pas empilé, mais là, j'allais dire, pour le coup, je trouve hein, que le capteur empilé du OM System ne sert à rien par rapport au capteur qui n'est pas empilé, je veux dire, du G9 II, parce qu'il n'y a qu'à voir tous les tests, le G9 II, il ne fait pas de blackout dans les rafales. J'ai l'impression qu'il en fait même moins que l'OM System, pour dire. Je crois qu'en rafale, avec suivi autofocus, il est même à 60 photos par seconde, le G9 II. Donc encore plus que l'OM System. Ouais, donc, après, il y a quoi ? Il y a la montée ISO, la dynamique, je pense que là, franchement, c'est kiff-kiff. Hein. La colorimétrie n'est pas la même, c'est sûr. Celle de Panasonic fait assez référence de manière générale. Bon, voilà. Après, c'est un boîtier très bien construit aussi, hein, le G9 II, au niveau solidité, étanchéité, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis surtout, il va partager exactement le même parc optique, hein, c'est ça surtout, que l'OM System. D'un autre côté, en vidéo, alors en vidéo, là, c'est pareil, il est plus proche du XH2S que du OM System, hein, OM1 Mark II, parce que, voilà, par exemple, il fait aussi la 4K 120, le G9 II, que ne fait pas l'OM System. Il a aussi plus de codecs, et il peut faire du RAW directement sur SSD externe. Alors je sais que l'OM System, c'est sur enregistreur externe, mais c'est quand même pas tout à fait pareil, hein, parce que le prix d'un enregistreur externe style Atomos et le prix d'un SSD, ne serait-ce que de 1 Tera, ça n'a strictement rien à voir. Quoi, hein. Donc, avantage là aussi, il me semble, quand même, au G9 II. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait les différencier ? Il y a la stabilisation. Alors, chez Olympus, là, pour le coup, quand même, et donc OM System, on le sait, c'est leur avantage massu depuis longtemps. Hein. Pour le coup, ils maîtrisent la stabilisation à la perfection. Alors déjà, c'est sur du micro 4 tiers, donc forcément, c'est plus facile de stabiliser
que des gros capteurs plein format notamment. Mais ils font des merveilles, hein, c'est sûr. Et là, ils ont encore amélioré un petit peu cette stabilisation. Donc c'est sûr que c'est top. Maintenant, je vous conseille d'avoir les tests du G9 II. Et avant de dire que celle du G9 II est pas terrible, faudrait être quand même malhonnête, parce que le G9 II aussi, il a mis la barre carrément haut hein, en matière de stabilisation. Alors, il faudrait mettre les deux côte à côte, et puis sans doute que l'OM System serait un petit peu meilleur que le G9 II, mais enfin, moi, il me semble que le G9 II, vu tout ce qu'il apporte finalement en plus, même s'ils étaient au même prix, j'allais dire, moi on me donnerait le choix, je crois que je prendrais le G9 II de toute façon. Mais alors là, on n'en parle même pas, 500 € de plus pour l'OM System. Voilà. Placement prix, alors ben oui, c'est comme ça, hein, ils sont un peu en difficulté, donc ils essayent de vendre cher, quitte à vendre moins. Alors après, c'est eux qui savent, hein, mais en tout cas, c'est pas moi qui vais aller l'acheter, c'est sûr. Alors, ensuite, là où le placement prix, on va dire là, c'est même plus discutable, et puis c'est même plus le fait de dire, bon, ouais, ils vendent un peu plus cher pour essayer de rentrer un peu dans leurs frais et tout. Là, c'est du grand n'importe quoi. Donc, allons-y. OM System, en même temps que la sortie de ce boîtier, présente un 150-600. Alors, un 150-600 en micro 4 tiers, c'est une grande première, parce que le micro 4 tiers jusqu'à maintenant, en focale maximale, était limité, entre guillemets, à 400 mm. 400 mm, rappelons hein, que sur un micro 4 tiers, c'est un équivalent 800 mm en plein format. Donc c'est déjà de la très longue focale, bien entendu, avec notamment l'excellent Panasonic Leica 100-400. Il y a aussi Olympus hein, qui avait fait un 100-400, mais il est un peu moins bon quand même que le Panasonic Leica. Et puis voilà, donc c'était tout. Et si on voulait plus, ben, déjà, il fallait trouver plus. Et là, du coup, avec un 150-600, forcément, les 600 mm, ça fait un équivalent 1200. Donc là, 1200, c'est bientôt un télescope, quoi. Non. Alors, donc c'est très bien, mais on va le voir, il y a quand même quelques petits soucis et on parlera du prix après. Alors, en fait, les soucis, c'est que quand on dépasse quand même un certain niveau de longue focale, visiblement, il y a des soucis avec la traversée des couches d'air. Et c'est beaucoup plus difficile d'avoir des photos nettes. Hein. Enfin, le piqué en prend un gros coup et c'est pas à mettre sur le compte des lentilles de l'objectif ni de l'autofocus du boîtier. C'est juste que, voilà quoi. C'est la densité de l'air hein, qui pose problème. Et alors, je vous renvoie éventuellement à la chaîne de Une bolée d'air de Brice, qui lui a été confronté justement au problème. Hein, donc c'est avec lui entre autres que j'ai compris ce problème. Et puis j'ai vu aussi d'autres vidéos en anglais, hein, bref, sur ce problème. Et c'est vrai que dans ces focales extrêmes, ce problème est très prégnant. Et donc Brice, justement, lui, il pensait qu'il allait justement pouvoir dépasser cette petite limite du micro 4 tiers jusqu'à maintenant être bloqué à 800 mm en mettant son 800 mm focale fixe de Canon. Hein, donc Canon fait un 800 mm, pas très cher parce qu'il est à f11, focale fixe. À la base, c'était pour le plein format, mais on peut évidemment, via la monture RF, l'adapter sur les boîtiers APS-C actuels de Canon et notamment le R7. Donc Brice, il s'était pris un R7, entre autres pour mettre ce 800 mm dessus, et vu la conversion de focale entre l'APS-C et le plein format chez Canon, c'est x1.6, ça lui faisait un équivalent 1280 mm sur le R7. Et je vous laisse aller voir sa vidéo, il dit qu'il va tout revendre, le R7, le 800 mm et tout, parce qu'il n'arrivait jamais à faire des photos nettes à cause de ce phénomène. Donc, je ne pense pas que le 150-600, quand il sera à l'équivalent 1200 mm, échappera à ce phénomène, hein, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Alors,
Cela dit, quand la qualité de l'air est parfaite et quand, voilà, même si on se contente de photos un peu plus dégradées, le fait d'avoir ces quelques millimètres en plus, enfin plutôt centimètres, oui, en plus de focale, au-dessus du 800 mm, quoi, ça peut éventuellement servir, mais honnêtement, c'est quand même un marché de niche, hein, je pense, parce que 800 mm, un équivalent 800 mm, c'est déjà énorme, hein, quand même. Il faut se le dire, des fois, alors à la limite, vaut mieux être à 800 mm avec un peu plus de mégapixels et puis recroper derrière. Bon, bref, c'est un autre débat. Là où il n'y a pas de débat, c'est que ce 150-600, c'est pas un 150-600 développé pour le système micro 4 tiers. Et là, bah non, ça va pas. En fait, ce 150-600, alors il n'y a rien de mal à ça. Hein, voilà, Nikon fait la même chose avec Tamron. Hein, en gros, ils ont passé un accord avec Tamron, Nikon, et ils rebadgent. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font exactement de plus. Hein, pas grand-chose a priori. En tout cas, ils ne touchent absolument pas à la formule optique. Ils prennent certains objectifs Tamron, les zooms ouverts à 2.8 constant, et ils les rebadgent Nikon. Et du coup, ça leur permet de vendre ce genre d'objectif moins cher, évidemment, que leur 2.8 constant à eux, quoi. Et donc, alors il y a le 28-75 notamment et le 70-180. Et donc, ils le vendent un peu plus cher, voire pas mal plus cher que Tamron ne vend ces objectifs-là équivalents dans le système Sony. Donc voilà, c'est un peu discutable déjà. Mais là, le problème, c'est pas ça, c'est que le 150-600 est un objectif à la base Sigma du plein format dans le système Sony et Panasonic. Hein. Pas pour le G9 II, là pour le coup, c'est pas la même monture, mais pour les boîtiers plein format de Panasonic. Et donc c'est un objectif plein format. Donc imaginez bien quand même qu'un 150-600 à la base développé pour le plein format, c'est gros, c'est lourd, forcément, très lourd même. Donc 2 kg, on est à 2 kg. 2 kg sur un 150-600 du plein format, j'allais dire, c'est absolument normal, hein, il n'y a rien à dire. C'est juste que si c'était un vrai objectif développé pour le micro 4 tiers, il pèserait pas du tout 2 kg. Hein. Si on prend le 100-400 actuel là, de Panasonic Leica, je crois qu'il pèse autour d'1 kg. Alors évidemment, il s'arrête à 400. Hein. Ok. Si vous prenez, prendre une espèce d'équivalent, quoi. Fuji a sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus trop, un 150-600 aussi. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Mais du coup, pour l'APS-C, donc normalement, il est censé avoir des lentilles un peu plus grosses qu'un objectif micro 4 tiers, et donc peser plus lourd. Ce 150-600 pèse 1,6 kg. Donc vous voyez, déjà 400 grammes de moins que le Sigma, enfin le nouveau OM System, Sigma comme vous voulez, quoi, qui pèse 2 kg. Donc c'est un peu d'ailleurs son seul avantage à ce 150-600 de Fuji, parce qu'il est cher quand même pour ce que c'est. Il est à f8 en bout de zoom, mais il pèse 1,6 kg. Et on pourrait s'attendre à ce qu'un équivalent à peu près en micro 4 tiers pèse encore moins lourd, autour sans doute de 1,3 kg à 1,4 kg. 2 kg, bah, ça n'a aucun intérêt. Et puis la taille, surtout, ça n'a strictement aucun intérêt d'importer des objectifs plein format sur le micro 4 tiers. Déjà que c'est un peu casse-pied de devoir le faire des fois sur la PSC parce qu'on n'a pas trop de solutions en longue focale. Mais alors sur le micro 4 tiers, ça n'a plus de sens. Alors ça n'a plus de sens d'une part pour ce qui est du poids et de l'encombrement, mais alors si on parle du prix, là c'est vraiment n'importe quoi, pour le coup. Je vous disais, là, il y a 5 minutes, Nikon, quand il fait ça avec les objectifs Tamron qui rebadge, il augmente quand même le prix du genre, il coûte, je sais pas, 1200 € en monture Sony, et ils vont le mettre genre à 1400, 1500 rebadgé Nikon en monture Z. Mais là, c'est pas ça, là c'est pas ça. Le 150-600 Sigma, qui est un très bon objectif, hein, en plein format, pour le coup, très qualitatif, hein, il coûte à peu près dans les 1200-1300 € en monture Sony ou Fuji, Panasonic plein format. Voilà, à peu près 1200-1300. Ok. C'est le même là, hein, qui sortent pour le. Voilà, il rebadgé OM System, 2700 €.
c'est une blague. C'est juste une blague. Alors, revenons par exemple pour comparer. Donc, on a parlé du 150-600 de Fuji, que moi déjà je trouvais trop cher. Il coûte 2100 euros le 150-600 de Fuji. Alors oui, d'accord, ça vous fait un équivalent entre guillemets que 900 mm. Enfin bon, justement, vu les problèmes d'écrit en très très longue focale, je ne suis pas sûr que ça soit si intéressant d'avoir la plage de 900 à 1200. Mais bon, après chacun voit. Hein. Alors si on veut vraiment la plage de 900 à 1200 et qu'on ne veut pas, chez Canon par exemple, le 800 mm fixe à f11, hein, ce qui peut se concevoir, et ben, par exemple maintenant on a une solution chez Canon qui va revenir au final bien moins cher que la solution OM System et on sera en plus sur de la PSC. Quelle est cette solution? Ben, vous achetez un R7 ou même un R10, hein, ça peut suffire largement. Le R10 il coûte 900 euros à peu près hein, à l'heure actuelle. Et vous lui collez dessus le nouvel objectif de Canon qui est un 200-800, un zoom 200-800. Et là, là c'est bon, on l'a l'équivalent, c'est des boîtiers APS-C, hein, ça je veux dire chez Canon, on a le 1280 et au final, déjà l'objectif, il sort quand même cher, hein, il sort à je crois 2003 ou 2400 euros cet objectif, mais rappelons que là pour le coup c'est un plein format à la base. Il est très très bon optiquement, il a un excellent autofocus et il coûte encore 300 euros de moins, 300 ou 400 euros de moins que cette OM System. Enfin non, ça n'a plus aucun sens là, ces prix-là pour le coup. Et là vraiment c'est un placement prix qui n'a aucun sens. Enfin il me semble, hein, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas, c'est comme ça. Hein. Si on veut absolument de l'OM System, hein, qu'on est amoureux de la marque Olympus, et ce que je peux tout à fait comprendre, et qu'on n'a pas envie, par exemple, de passer chez Panasonic, même si voilà, il est un peu meilleur et tout. Je comprends, mais ça fait très cher la marque d'affection pour la marque. Quand même très très cher, je trouve, que ce soit le boîtier et encore plus si on veut ce 150-600. Voilà, alors écoutez, ça sera tout. Hein. On se donne rendez-vous pour les prochaines sorties qui devraient quand même pas trop tarder, hein, que ce soit, je pense, chez Canon, chez Nikon. Alors, on commence à attendre quand même vraiment longtemps ce Z6 III, là, il serait temps qu'il sorte. Voilà, chez Fuji, chez Sony, bien sûr, hein, peut-être encore chez Panasonic, on verra bien. En tout cas, je vous dis donc à bientôt, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.